Merci pour cette invitation, hein. Je suis ravi de quitter la grisaille stéphanoise pour être enfin sous le soleil de la Côte d'Azur et dans ce lieu aussi magnifique. Et puis je suis très intéressé par cette réunion, ces interactions, comme le disait Hélène. Je pense que nous avons à travailler ensemble. Alors, penser la psychiatrie à partir des neurosciences, effectivement, vaste programme. Ce que je vous propose, c'est, diapositive suivante, c'est peut-être allez-y, de commencer par regarder un petit peu ce qui s'est passé sur ces dernières années, dernières décennies, déjà d'un point de vue peut-être purement technique, comment les techniques de neurosciences ont pu évoluer et pourquoi nous avons cette révolution, et est-ce qu'effectivement la psychiatrie a réussi à s'en saisir. Diapositive suivante. Donc, je pense que vous pouvez... voilà, donc vous connaissez sans doute le scanner, hein, qui en fait une sorte de pâle copie de la radiographie. On irradie avec des rayons X, et puis on arrive à avoir des clichés du corps et puis du cerveau. Et donc, on peut avoir une idée de la morphologie du cerveau. Diapositive suivante. Je pense que je vais me mettre derrière parce que je vais faire qu'actionner le... Voilà, donc effectivement, il se trouve que... ça marche, ça ? Je peux essayer. Alors, si Hélène a réussi... Ah oui, d'accord. Bon. Ouais. Oui. Il fallait enlever la sécurité enfant, en fait. Donc, pardon ? Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'il y a aussi, Raphaël m'a prévenu qu'il y avait un effet Larsen, c'est ça, et qu'il ne faut absolument pas bouger. Ah, d'accord, ok. Donc, tout ça pour vous dire que pour nous, le scanner est très peu informatif, quoi. Éventuellement, on peut faire des diagnostics différentiels, mais une technique qui est un tout petit peu plus récente, qui s'appelle l'imagerie par résonance magnétique, là, effectivement, nous arrivons à avoir une caractérisation du tissu du cerveau qu'on appelle le tissu mou. C'est pas très joli, mais effectivement, ce n'est pas de l'os. Et donc là, on a une définition spatiale qui est beaucoup plus importante, avec une bien meilleure résolution, et on va pouvoir, comme ça, décrypter un petit peu plus subtilement ce qui pourrait se passer sur les pathologies non seulement neurologiques, mais peut-être psychiatriques. Alors bon, ça a été quand même relativement décevant. Donc il y a des indications, hein. On peut voir par exemple que si on répète ces IRM dans le temps, donc là je vous ai montré par exemple une diapositive où on comparait en fait à gauche l'évolution de la matière grise. Alors Hélène l'avait un petit peu montré déjà. L'évolution de la matière grise chez les adolescents indemnes, et à droite des adolescents qui ont été touchés par la schizophrénie. Et là, sans être un fin neuroscientifique, vous apercevez que le cerveau de gauche, donc le cerveau normal, hein, on refait ces IRM toutes les années, eh bien, il y a déjà une petite perte cérébrale. Donc nous perdons toute notre vie un peu de matière grise, et avec l'âge, ça s'accentue. Mais chez les patients schizophrènes, vous voyez que de manière complètement radicale, cette perte de matière grise est beaucoup plus intense, et on sent effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau neurologique, au niveau de l'imagerie. Mais on peut dire qu'après quand même quelques décennies de recherche, l'utilisation de cette imagerie, hormis le diagnostic différentiel avec des pathologies, par exemple, neurologiques, l'utilisation de ces techniques d'imagerie a été relativement pauvre et peu informative dans le champ de la psychiatrie. Alors, l'autre idée, c'est que ça, c'était de l'imagerie morphologique. Peut-être que, puisque les mécanismes psychiques sont des mécanismes beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils de pensée, de raisonnement, eh bien, ce qu'il faudrait, c'est non pas rechercher la morphologie, mais plutôt rechercher la dynamique cérébrale. D'où l'avènement de toutes ces techniques d'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire le cerveau qui fonctionne et la photographie du cerveau lorsqu'il fonctionne. Alors, il y a plusieurs techniques, certaines assez anciennes, comme l'électroencéphalogramme, qui regarde la diffusion du courant électrique. Il y a également le PET scan, hein, le fait d'injecter des marqueurs qui sont des protéines radioactives, et ensuite de pouvoir calculer la répartition de ces marqueurs, de ces protéines au sein du cerveau, éventuellement leur dégradation. Et là encore, il y a énormément d'applications qui sont faites avec cette même imagerie par résonance magnétique.
la spectroscopie, hein, les marqueurs de catabolisme des neurones. Hein. On peut calculer ainsi la présence et la dégradation des neurones dans le cerveau sur les différentes aires. L'imagerie par tenseur de diffusion, alors je suis désolé, je vois que mes diapositives sont coupées, ce qui permet de voir l'intégralité de la matière blanche, hein, c'est-à-dire, on va dire, la possibilité de communication entre les aires cérébrales, et puis sans doute la technique la plus connue, c'est l'imagerie fonctionnelle. Ben voilà. Encore un grand neuroscientifique de notre discipline. Il suffisait voilà. Donc, vous voyez ici que l'imagerie fonctionnelle, hein, dont vous avez certainement entendu parler, là, quel est le principe? Eh bien, on demande au sujet de rentrer dans cette merveilleuse machine qui est l'IRM par résonance magnétique, hein, mais qui est quand même un milieu assez stressant. Et lorsqu'il rentre dans la machine, eh bien, on lui demande d'exécuter une tâche. Et en temps réel, alors qu'il exécute la tâche, eh bien, on va pouvoir calculer avec la différence de signal électromagnétique de l'hémoglobine oxygénée et non oxygénée, quelle était la consommation dans les différentes aires cérébrales et donc les aires actives du cerveau alors que le sujet exécute la tâche. Donc vous voyez ici, on demandait au sujet d'exécuter une tâche de calcul mental dans cet environnement très stressant. Et puis, vous savez que même si les psychiatres s'intéressent aux neurosciences, il n'en reste pas moins manipulateurs, hein, et donc d'affreux manipulateurs. Et en fait, la consigne était de dire que le sujet se plantait, qu'il n'était pas bon dans cette tâche de calcul mental. Il y avait un feedback qui était très négatif. Et donc, en fait, c'était non pas une tâche de calcul mental, mais une tâche de stress, de réactivité au stress. Et donc, on induisait un fort stress dans l'imagerie par résonance magnétique. Et ce marqueur de stress était une partie du système limbique, du cerveau émotionnel, qui s'appelle la médiane. Et là, on voit que, dans cette étude qui avait fait pas mal de bruit, eh bien, en fonction de votre origine urbaine ou si vous avez grandi en rural, en ville ou en campagne, eh bien, votre réactivité au stress va être beaucoup plus importante si vous avez grandi dans une ville de 150 000 habitants. Et votre réactivité au stress sera moins importante, hein, vous serez moins sensible au stress si vous avez grandi à la campagne. Étonnant, on reviendra dessus. Bon, alors, effectivement, hein, ces techniques peuvent être soit utilisées pour regarder des zones cérébrales, et puis, comme vous le disiez, Raphaël, on peut regarder également ces réponses, par exemple, émotionnelles, hein, parce que, bien sûr, en psychiatrie, on s'intéresse beaucoup aux réponses émotionnelles, mais on peut regarder des zones cérébrales ou des circuits cérébraux. Donc là, je vous ai schématisé une étude qu'on avait pu faire sur circuit cortico-limbique, hein, c'est-à-dire de régulation émotionnelle. Et puis on a pu comme ça distinguer deux parties de ce circuit émotionnel, la partie basse et puis la partie haute qui était différenciée par une structure clé du cerveau qui est le cortex singulaire-angulaire. Et on avait pu voir dans cette étude que la connectivité dans ces circuits, dans ces boucles neurologiques, était très différente chez patients schizophrènes par rapport aux volontaires sains. Alors, bon, tout ça est peut-être intéressant, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que vraiment il y a une application au niveau clinique de ces données de neurosciences, de ces techniques de neurosciences? Alors, ce qui pourrait être intéressant, hein, puis Hélène, on a un petit peu évoqué, c'est est-ce que ces biomarqueurs, ces marqueurs d'imagerie, est-ce qu'elles permettent de définir un risque de pathologie mentale? C'est ça qu'on espère, c'est ça le Graal, hein, que ça puisse nous guider dans notre définition clinique, dans notre conduite thérapeutique, dans notre prédiction du risque. Alors le gros problème qu'on reproche à par exemple cette imagerie fonctionnelle, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer les sujets. On arrive à distinguer des groupes de sujets, mais si on prend individuellement une personne, eh bien on ne peut pas assurer qu'elle sera ou non atteinte d'une pathologie mentale ou qu'elle va ou non développer une pathologie mentale. Et là, sur les dernières années, il y a eu quand même quelques avancées, non pas sur les techniques d'imagerie, mais sur les techniques d'analyse. Effectivement, il y a des techniques qu'on appelle d'apprentissage automatique, hein, qui sont appliquées dans le champ des neurosciences, mais également dans d'autres champs, par exemple économiques, qui permettent d'étudier des larges blocs de données. Et on demande non pas au radiologue, malgré son œil expérimenté, mais à la machine elle-même, de distinguer des patterns
hein, on remplit des catégories de sujets, on demande à la machine d'apprendre quelles sont les singularités et les patterns spécifiques de chacun de ces groupes, et on regarde si ce pattern que ces algorithmes ont défini permettent de définir un risque de maladie. Alors ça a été appliqué dans la maladie d'Alzheimer, ça a été également appliqué dans le risque de la psychose, et vous savez qu'avant de développer une schizophrénie, il y a une période où on est à haut risque, une période de prodrome, et tout l'enjeu est de savoir quels sont ces sujets à haut risque qui vont développer ou non une pathologie schizophrénique, et malheureusement, nous n'avons pas d'arguments cliniques très probants, et par contre, ces données assez récentes en imagerie montreraient que grâce à ces algorithmes d'analyse des données, on aurait dans plus de 4 fois sur 5 la possibilité de prédire un diagnostic de schizophrénie chez quelqu'un qui serait à haut risque. Alors, peut-être une application intéressante, hein, qui est loin d'être généralisée, puisque c'est des choses qui sont répliquées, notamment la possibilité de répliquer d'une machine à l'autre, mais on peut penser également que peut-être que ces techniques permettraient de développer des thérapeutiques. Alors, vous vous souvenez que tout à l'heure, hein, on a regardé le circuit de régulation des émotions, et puis je vous avais dit qu'il y avait une région qui était très importante, qui était le singulaire intérieur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'absolument spectaculaire dans notre discipline. Hein. C'est pratiquement paradigmatique. Ben, malheureusement, il n'y a qu'un seul exemple. C'est les travaux qui ont été faits, non pas par un psychiatre, mais par une neurologue, Hélène Mayberg, qui se sont concentrés sur cette région dont je vous ai parlé, qui était très impliquée dans la possibilité de réguler son émotion, et donc ce cortex singulaire antérieur et cette partie subgéniale. Et par une série d'études très élégantes, on a pu montrer que les patients qui étaient déprimés activaient de manière différentielle cette région, que les patients, les volontaires sains qui n'étaient pas déprimés, lorsqu'on induisait de la tristesse, activaient cette même région, que cette région était un marqueur prédictif de la réponse thérapeutique et également un marqueur de l'efficacité thérapeutique, quelle que soit la thérapeutique utilisée. C'est-à-dire que si vous aviez un patient déprimé à qui vous donnez un traitement antidépresseur, lorsqu'il répondait au traitement antidépresseur, il y avait une diminution d'activation de cette région, et il y avait cette même diminution d'activation de cette région si vous appliquiez une autre sorte de thérapie qui était une psychothérapie. Donc il y avait beaucoup d'arguments pour dire que c'était une région clé dans la régulation émotionnelle et impliquée dans les systèmes de régulation d'émotions dans la dépression. Et cet auteur et son équipe ont pu avoir les premières autorisations de stimuler directement, par des électrodes placées dans le cerveau, cette région pour soigner les dépressions ultra-résistantes. Alors d'un côté, ça fait peur, hein. Si les neurosciences, c'est traiter les dépressions par des stimulations intracérébrales, je dois vous dire que les études qui sont faites sur ces techniques restent quand même très, on va dire, débattues sur leurs résultats, surtout les données récentes. Et bien sûr, ça ne s'applique qu'à des cas de patients ultra résistants sur la dépression, mais ça a pu quand même sauver la vie à quelques patients qui sont encore dans ces protocoles qui sont encore une fois très spécifiques. Alors ça, c'est un exemple, encore une fois, extrême, hein, là où la technique de neurosciences a pu permettre de développer une technique thérapeutique. Il y a d'autres utilisations de l'imagerie qui seraient peut-être plutôt pour guider la thérapeutique. Et il y a des stimulations qui sont moins profondes, qui sont plus superficielles, plus bénignes. Et je voudrais notamment, c'est vrai que la France travaille beaucoup sur ce type de stimulation externe, dont vous avez peut-être entendu parler, la stimulation magnétique transcrânienne. Hein. L'idée est d'appliquer un courant magnétique de manière superficielle sur le scalp, sur le crâne, et d'induire soit une excitation, soit une inhibition de certains circuits cérébraux qui peuvent être impliqués soit dans la dépression, soit dans la schizophrénie, soit dans les addictions. Et donc, pour savoir précisément où appliquer ce champ magnétique, eh bien, il y a, ici j'ai cité les travaux de Grenoble, hein, de Mircea Polezan, ou de Lille, de Renaud Jardry, qui travaille avec Pierre Thomas, et qui ont pu montrer que lorsqu'on applique l'imagerie pour distinguer très précisément quelles sont les cibles à stimuler par ces techniques de stimulation magnétique transcrânienne, eh bien, on obtient de bien meilleurs résultats.
Alors voilà, pour revenir un petit peu sur la perche que m'avait lancée Hélène, très bien. Alors, quelques cas très très particuliers où ça a pu ouvrir vers d'autres voies thérapeutiques, peut-être guider un peu la thérapeutique, là encore, dans des cas qui restent quand même assez limités. Est-ce que vraiment ça peut changer la manière dont on voit? Est-ce que ça peut changer la classification de nos troubles mentaux? Et Dieu sait si, comme disait Hélène, c'est compliqué, ces classifications de psychiatrie. Pourquoi? Parce qu'elles reposent essentiellement sur des impressions cliniques et donc subjectives. Donc là, c'est un petit test sur lequel je vous soumets. Est-ce que vous voyez quelque chose sur cette diapositive? Oui? Non? Ah, un chien, bravo. Alors, qui ne voit pas de chien? Alors, ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui ne voient pas de chien. Vous voyez, parce que là, dans cette diapositive, voilà, vous m'intéressez beaucoup, hein, madame, mais dans cet exercice, dans cette diapositive, en fait, vous pouvez tout imaginer. Mais à partir du moment où vous voyez le chien, alors je ne sais pas si le marqueur marche là-dessus, donc non, hein, vous voyez là qu'il y a une espèce de tête de chien, d'une jambe, un corps de chien, peut-être un dalmatien. Mais à partir du moment où vous voyez ce chien sur cette diapositive, vous ne pouvez voir cette diapositive qu'en voyant le chien. C'est fini. Toute la poésie, toute votre créativité, toute votre imagination est balancée. Vous ne verrez que le chien en regardant cette diapositive. Et c'est peut-être un petit peu ce qui se passe sur nos classifications. À partir du moment où on nous forge dans une formation où on a appris à distinguer des pathologies sur certains critères, qui sont encore une fois complètement subjectifs, eh bien on ne peut que raisonner et auto-raisonner selon ces critères. Donc, d'où l'idée, peut-être que si on utilisait l'imagerie pour redéfinir ces critères, eh bien peut-être qu'on pourrait complètement s'extraire de notre problème qui dure depuis des siècles. Hein. Alors, ça a été appliqué de manière assez récente. Donc, on utilise l'imagerie pour essayer de... Voilà encore un exemple dans les troubles anxio-dépressifs. On arrive à repérer des réseaux qui sont reliés à la symptomatologie et à certaines conduites thérapeutiques. Et peut-être qu'un des articles les plus récents et les plus impressionnants de mon point de vue est cet article où les auteurs ont pris une grande cohorte de patients, de leurs apparentés sains, hein, donc il y avait plus de 1000 personnes, et puis il y avait 3 diagnostics parmi les patients: schizophrénie, trouble schizoaffectif, trouble bipolaire. Donc Hélène a un petit peu évoqué, ça fait un siècle qu'on n'arrête pas de modifier les frontières diagnostiques entre le trouble bipolaire, la schizophrénie. Il y a certains auteurs qui considèrent que c'est la même pathologie, qu'il y a une continuité. Enfin, tous les 10 ans, et effectivement, quand même, parfois, à la faveur des classifications, un patient qui était schizophrène devient bipolaire juste par l'effet du changement de classification. Hein, si vous entendiez des voix dans votre tête, il y a 30 ans, vous étiez forcément schizophrène. Maintenant, vous pouvez tout à fait être bipolaire, même en entendant des voix dans votre tête. Donc, ça veut dire qu'on modifie quand même ces frontières. Donc, du coup, prenons tous ces patients et regardons, par ces techniques, par ces biomarqueurs, donc complètement en dehors de la clinique, hein, les tests cognitifs, physiologiques, on applique cette fameuse, sur ces données, vous vous souvenez, l'apprentissage automatique, des grosses données, on met tout ça dans la machine, et est-ce qu'il sort les classifications? Pas du tout. Il ne sort pas du tout les classifications diagnostiques. Ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait non pas 3 diagnostics, mais 3 biotypes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces biotypes sont beaucoup mieux validés que les diagnostics par rapport à des marqueurs extérieurs qui sont les apparentés. Et on sait que chez les apparentés de patients souffrant de troubles bipolaires, de schizophrénie, il y a à bas bruit ou de manière beaucoup moins intense des symptômes qu'on peut retrouver chez les patients. Hein, c'est normal puisqu'il y a une base génétique. Et d'autres validateurs externes, comme l'imagerie, ont montré que la validité de ces biotypes était beaucoup plus robuste que la validité de nos diagnostics. Donc effectivement, on peut s'interroger, et c'est toujours dans ce type de démarche, hein, pour prolonger encore une fois la communication de Hélène qui est en train de partir, eh bien, c'est dans cette prolongation que on a développé, enfin, le NIH a développé les RDoC, c'est-à-dire de penser non pas qu'en type de catégorie, mais également en dimension du fonctionnement cérébral,
selon certaines dimensions, en explorant au carrefour des phénomènes génétiques, moléculaires et des circuits neuronaux. Alors, s'il me reste encore 5-6 minutes, ouais, je voulais prendre un petit peu de distance par rapport à toutes ces techniques et puis voir vraiment s'il y a eu une révolution des neurosciences dans la manière dont on pense et quelle est la place des neurosciences aujourd'hui, je vais vous le dire, je défleurais mon propre thème, discrète, dans la psychiatrie aujourd'hui. Alors voilà, hein, si on fait un survol, vous savez que les grandes pensées qui ont influencé notre médecine, alors il y a nos maîtres grecs qui pensaient qu'à l'époque les humeurs s'expliquaient par des fluides qui étaient dans notre système, et si on avait trop de sang rouge, eh bien on était colérique, si on avait trop de bile noire, on était anxieux et mélancolique. Bon, les psychiatres avaient une bonne place quand même, puisque toutes les maladies s'expliquaient comme ça, même s'il y avait peu de psychiatres à l'époque. Ensuite, je pense que ce qui a vraiment frappé notre mentalité de pensée médicale ici, c'est effectivement ce dualisme descartien qui isole d'une part le corps et d'autre part l'âme par la glande pinéale. Et c'est à partir de là où le corps et l'esprit ont été définitivement séparés comme deux entités indépendantes. Et c'était sans doute important à un moment où la religion avait une mainmise sur la propriété du corps, donc divin. Pour continuer le travail de médecine, il fallait distinguer la partie animale de notre corps, sur laquelle on pouvait se livrer à des expériences, et la partie divine de notre esprit, où siégeait l'âme. Donc, comme le disait pas Raphaël Hier, je pense que nous sommes propriétaires d'une partie du cerveau, mais qui est une partie du cerveau qui est toute petite, où il y a l'âme, qui serait la glande pinéale d'après Descartes. Donc ça, c'est une vision très dualiste, puisque vous savez que dans d'autres civilisations, eh bien, on n'a pas du tout cette vision de séparation de corps et d'esprit, ce qui explique que certaines médecines orientales, chinoises, indiennes, n'ont pas du tout la même approche par rapport aux troubles psychiatriques que nous. Et juste pour vous dire que cette vision perdure, ça c'est une étude qui avait été faite. Vous m'entendez depuis tout à l'heure ? Oui, d'accord. C'était une étude qui avait été faite sur 300 psychiatres et psychologues. On leur présentait des vignettes cliniques et on leur demandait, à votre avis, sur cette vignette clinique, quelle est l'origine, les origines de la pathologie de ce patient. Et donc, on pouvait parler soit d'une origine biologique, soit d'une origine psychologique, soit d'origine de responsabilité du patient, c'est-à-dire qu'en gros, c'est de sa propre volonté qui manifeste ces symptômes. Et vous voyez que, alors, chose étonnante, les psychiatres et les psychologues ont coté de manière très similaire, d'une part, et d'autre part, vous voyez que son antagonisme est très présent, à savoir que soit on considère que c'est quelque chose de biologique, et donc là, ça s'oppose à l'explication psychologique, les deux coexistent pas. Et lorsqu'il y a une explication psychologique, eh bien, c'est la faute du patient. Vous voyez ? Donc ça veut dire que même nos professionnels du champ mental considèrent toujours ce modèle qui est très dichotomique, soit la pathologie d'origine biologique, soit elle est d'origine psychologique, et donc c'est la faute du patient. Alors, ensuite, ce qui a fait peut-être beaucoup de mal à la psychiatrie, c'est cette vision anatomoclinique, puisqu'il correspond une lésion de l'organe pour chaque maladie. Où est la place de la psychiatrie dans cette vision qui, vous voyez que tous nos grands hôpitaux parisiens portent des noms de cet âge d'or de la médecine française, où la psychiatrie a été complètement exclue du champ de la médecine. Alors heureusement, et plus récemment, effectivement, il y aurait une vision qui serait un trépied, une vision biopsychosociale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste ce modèle biomédical, mais effectivement, l'ensemble des pathologies, et pas seulement mentales, s'installerait sur des facteurs. Alors des facteurs issus de la psychologie, de la biologie, et bien sûr sociaux, et on reviendra dessus. Le gros problème, c'est qu'en psychiatrie,
il y a une scission totale de ces différentes disciplines à tel point que les psychiatres n'arrivent plus à retrouver leur propre identité et qu'il y a eu des dialogues de sourds entre les gens qui étaient issus de la chapelle des sciences cognitives, de ceux qui étaient issus de la psychopathologie, ceux qui étaient issus d'un courant idéologique de la psychanalyse et des grands débats qui auraient pu faire la richesse de la psychiatrie, mais qui, je pense, ont contribué un petit peu à son affaiblissement. Donc effectivement, c'est sans doute inhumain de considérer une personne, un patient, comme une simple synapse. On fait abstraction de toute son histoire de vie, de toutes ses relations avec son système, de toutes ses particularités, ses singularités psychiques. Mais de la même manière, lorsque le psychanalyste, puisqu'il fallait que j'en parle, lorsque le psychanalyste écoute le patient, ce n'est pas forcément beaucoup plus humain, puisque le psychanalyste, parfois, est dans sa propre pensée, dans son propre raisonnement, et quelque chose qui est complètement extirpé des problématiques du patient. Alors, il est vrai que la psychanalyse a une influence considérable en France, surtout, et peut-être qu'il y a eu certains dérapages, débordements, ça on peut en parler. Et donc cette petite diapositive en référence à un clin d'œil à Raphaël et le congrès l'encéphale qui va bientôt préparer. Mais effectivement, grande supercherie pour certains. Freud a utilisé des déterminants de notre identité culturelle judéo-chrétienne et les a travestis dans sa théorie, et une part de vérité pour surtout ceux qui ont fait de la psychanalyse et qui ont expérimenté ces petits glissements de l'inconscient lors des discours, lors des rêves. Toujours est-il que nous assistons maintenant à une espèce de contrebalance. À cause de ces dérapages, la psychanalyse est en train de subir un peu une chasse aux sorcières, je pense, et elle est un peu exclue en tout cas, de beaucoup de pratiques hospitalières, même si beaucoup de bastions résistent. Pourtant, tous ces courants ne s'opposent pas forcément. Je vous parlais tout à l'heure que, grâce à l'imagerie, on peut voir que l'efficacité d'une psychothérapie va être comparable à l'autre. Là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une psychothérapie, lorsqu'on donne un traitement, eh bien, on peut avoir un résultat clinique. Et en plus, les mécanismes d'action seraient peut-être les mêmes. Donc, on peut imaginer qu'il y a une lecture différente qui se fait à plusieurs niveaux, et voire même qu'il y a une égalité entre ces différents niveaux d'interprétation qui ne sont que quelques facettes de la vérité. Alors, malgré tout, et pour conclure, la place des neurosciences actuellement en psychiatrie est encore extrêmement restreinte, et on peut se demander, alors que c'est beaucoup plus admis que quand même le cerveau joue un rôle dans la pathologie mentale, comment ça se fait que les psychiatres utilisent appliquent aussi peu les neurosciences, et comment diminuer cet écart. Alors, la première chose, c'est que je ne pense pas qu'un modèle gomme l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut penser en termes de complémentarité. Et si on prend ce modèle heuristique qui est de stress-vulnérabilité, qui est très utilisé en psychiatrie, effectivement, nous partons tous avec une vulnérabilité plus ou moins importante, et en fonction des facteurs environnementaux qu'on va rencontrer, eh bien, on déclenchera ce seuil de vulnérabilité pour plonger dans la pathologie. Donc, énormément de travaux qui ont été faits du côté de la vulnérabilité génétique, des avancées considérables dans l'épigénétique, qui peut représenter une manière de mesurer ces interactions entre gènes et environnement, puisqu'il s'agit là de l'expression des gènes et non pas de la structure pure des gènes. Mais par contre, il y a encore surtout beaucoup de travail, et je pense qu'il ne faut pas gommer les particularités de notre discipline, de la psychiatrie, sur l'étude du stress. Pourquoi certaines personnes vont grandir dans des circonstances complètement dramatiques et avoir des capacités de résilience absolument exceptionnelles et forger leur caractère, alors que d'autres vont être marquées à vie. Comment les expériences traumatisantes vécues dans l'enfance, vécues plus tard à l'âge adulte, vont façonner la réactivité, la réponse au stress plus tard dans son existence. Quelle est la chronologie? Il y a beaucoup de choses qui nous cherchent à déterminer et qui ne peuvent venir que de notre discipline par rapport aux apports techniques des neurosciences.
Alors, donc, encore une fois, comment diminuer ce gap? Eh bien, ça vous surprendra peut-être, mais actuellement, les psychiatres sont très peu formés aux neurosciences parce qu'il n'y a pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il n'y a que très peu d'applications. La plupart des psychiatres ne demandent pas d'imagerie, ne regardent pas d'imagerie, ne savent pas lire l'imagerie. La plupart des psychiatres ont peut-être des connaissances très approximatives au niveau de la neurobiologie, et c'est vrai que les connaissances actuelles sont de toute manière approximatives. Il y a eu une initiative, là encore des États-Unis, depuis quelques années, pour inclure les neurosciences cliniques dans la discipline de la psychiatrie, notamment par des formations, et peut-être qu'on devrait également y réfléchir, hein, ou tu devrais y réfléchir, Pierre. C'est des choses qui sont quand même... il faut qu'on fasse l'effort d'utiliser ces méthodes. Hein, et il y a des séminaires qui s'organisent où on regarde le cas clinique, et puis ce qu'on fait de manière mais un peu moins formelle, hein, où on essaie de se dispatchés sous différents groupes, et puis chacun va travailler l'aspect génétique, l'aspect moléculaire, les circuits cérébraux qui peuvent être attachés à cette représentation clinique, et puis il y a une espèce de brainstorming pluridisciplinaire, et puis on essaie de reformuler cette présentation de cette vignette clinique selon les classifications également RDoC. Et ce qui est assez intéressant dans ce type de séminaire, c'est qu'ensuite, on demande au sujet, enfin, par des jeux de rôle, on demande à l'étudiant d'essayer de transposer sur un discours intelligible au patient ou à sa famille les conclusions pertinentes de ces avis collégiales et de formation. Et voilà, et je finirai juste pour vous dire qu'il y a quand même quelques psychiatres qui s'intéressent aux neurosciences et à l'imagerie, et nous avons créé un petit consortium français de psychiatres qui se lancent dans l'exploration de l'imagerie psychiatrique, et peut-être que nous devrions jouer un rôle un peu plus important, notamment dans la formation de nos jeunes confrères. Merci beaucoup pour votre attention.